Bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans le quartier de Ueno où je vais faire une rencontre des plus impressionnantes, des plus marquantes. Nous nous dirigeons dans le vieux quartier de Yanaka, que je vous ai déjà montré. J'adore cet endroit, je suis très content d'y retourner avant la fin de ce voyage et nous allons vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez voir, suivez-moi. Bonjour Florent, merci de me recevoir. Bonjour. Voilà, nous sommes dans tes locaux, au cœur de Yanaka, en plein Tokyo, dans le vieux quartier, ce qu'on appelle le quartier ancien. Oui, un peu, en effet, c'est un quartier qui a gardé une certaine authenticité. Si on Tout à fait. Un quartier qui a gardé une authenticité à Tokyo. Et effectivement, moi je suis tombé sur toi parce que tu es passionné de thé et tu communiques sur ta passion. Oui, exactement. Voilà, très actif sur les réseaux, sur ton blog. Voilà, moi, d'après ce que je sais, tu es la personne la plus calée en thé japonais que je connaisse, en tout cas en francophone. Donc c'est vraiment très appréciable de découvrir tout ça. On peut dire ça. Enfin voilà, en tout cas, moi j'aimerais un petit peu, avant de parler de ta boutique de thé, essayer un petit peu de savoir quel est ton parcours, ta vie. Un petit peu où est-ce que tu en es venu au thé, comment c'est arrivé, toute cette histoire un peu incroyable. Et tout d'abord, d'où viens-tu et où tu as grandi, tout simplement. Je viens de France, de région parisienne, enfin essentiellement à partir du collège j'étais en région parisienne, dans les Yvelines. D'accord. Et il n'y a pas grand chose à dire sur cette période de ma vie. D'accord. En fait, moi après je suis arrivé finalement au Japon par l'intérêt assez général pour le Japon, la littérature, les arts aussi. D'accord. En fait, j'en suis venu à étudier l'histoire de l'art japonais au Lanzhou. D'accord, à Paris donc. À Paris. Voilà. Donc j'ai fait une maîtrise là-bas. Et puis finalement, à cette époque, je m'intéressais un petit peu au thé, mais comme à plein d'autres choses finalement.
j'en avais jamais vraiment vu. Bon, c'était il y a 15, même presque 20 ans. Honnêtement, ce qu'on peut trouver à Paris à l'époque, de toute façon, ça volait pas bien haut. Bien sûr. Et puis les informations, il y en avait encore moins. Et en fait, bon, avant d'entamer un DEA en histoire de l'art, j'ai voulu passer un an ici, au Japon, d'abord pour me perfectionner en langue. Tu avais quel niveau à ce moment-là? Là, on est à quel moment à peu près de ta vie? Tu as quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans. Enfin, j'allais avoir 25 ans, j'avais fini ma maîtrise au Langzhou, j'avais fait une licence d'histoire de l'art aussi à la Sorbonne. Donc en termes d'années de japonais, tu étais à combien environ? 4 ans, mais 4 bon, ans. j'ai mis un petit peu plus de temps. Oui, bien sûr. Oui, voilà. D'accord. Bon, honnêtement, quand on est au Langzhou, on apprend beaucoup à lire, à écrire, mais on parle pas beaucoup. Oui, bien sûr. On parle pas beaucoup. Donc, pour me perfectionner, puis j'ai voulu rester ici pendant un an. D'accord. Et je suis pas rentré. Voilà, c'est ça. Pour dire de manière simple, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire en France avec après un doctorat en histoire de l'art. Il n'y a pas de collection en France, il n'y a pas de poste. Bien sûr. Donc je suis resté. D'accord. Donc finalement, ce que je me plaisais très très bien ici. Pas envie, ne me sentant pas grand chose à faire en France. D'accord. Donc j'ai atterri ici. J'ai commencé par faire des boulots comme beaucoup des boulots d'enseignant de français. J'avais pas franchement la fibre. Pour ce genre de choses. C'est pas évident ici, il y a beaucoup de choses de japonaises qui apprennent le français parce que c'est la mode. Enfin, c'était la mode aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins vrai. Et finalement, c'est un peu petit à petit que j'en suis venu à m'intéresser au thé. Assez simplement, j'ai acheté du thé qui m'a plu, tout simplement. Dans un grand magasin, et on faisait goûter, il y en avait. Bon, comme le thé de toute façon m'intéressait un petit peu, j'ai goûté, je trouvais ça bon. J'en ai acheté, j'ai voulu en savoir plus. À l'époque, j'étais dans une famille d'accueil. D'accord. Donc des Japonais. À Tokyo à Kashiwa, à Chiba. D'accord, là où Chiba. j'habite encore à l'heure actuelle en fait. Ok. Et il n'y avait pas de tailleur chez ces gens-là. D'accord. Ils ne savaient pas du tout ni comment était fabriqué, ni comment ça se préparait. Donc pour en savoir plus, pour faire les choses un petit peu mieux, j'ai pas eu d'autre choix d'acheter des bouquins finalement. Et de m'instruire un peu par moi-même. Et c'est là, au fil des lectures, au fil après de rencontres chez certains marchands de thé, que je me suis pris vraiment d'une passion assez débordante pour ça. D'accord. Ok, donc vraiment, il y a eu beaucoup d'autodidactes au début de ton parcours par rapport à tes connaissances en termes de thé. Donc tu avais un niveau suffisant en japonais pour pouvoir lire tous ces livres sans problème. Oui, quand on aurait une maîtrise, en principe, on peut lire à peu près. Bon, tu es seul français, donc à ma connaissance, à avoir réalisé des études permettant d'obtenir ce titre de maître du thé au Japon. Oui, c'est pas maître du thé du tout. Alors voilà, si on peut démystifier ou alors en tout cas apporter plus de précision, moi ça m'intéresse ce titre, ces études-là. En japonais, ça s'appelle Nihonsha Instructor, instructeur en thé japonais, si on traduit d'une manière pas très simple. C'est un système qui a été mis au point il y a maintenant 20 ans, je pense, environ. D'accord. L'idée, c'était de voir qu'au Japon, finalement, le thé était de moins en moins consommé. Il y avait très peu de connaissances. Et très souvent, les vendeurs de thé n'étaient pas forcément tous très bien formés, en particulier dans les grandes chaînes, où on a des petits boulots, comme un autre, et les gens ne connaissent pas forcément le thé. Et donc, l'idée d'un certain nombre de professionnels du thé, c'était de créer un diplôme qui permet d'avoir, on va dire, toutes les bases. Aussi bien pour l'histoire du thé que des méthodes de fabrication, des méthodes d'infusion, etc. Alors ça reste assez théorique, globalement. Bon, il y a aussi un peu de connaissances sur les méthodes d'examination du thé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une formation nécessaire pour être comme certains grossistes par exemple, comme les gens qui sont vraiment spécialistes, qui font des blends, qui font vraiment ce qu'on appelle chashi, c'est-à-dire là vraiment on peut éventuellement se traduire par maître du thé. D'accord. Mais ça donne quand même des bases assez fortes quand même. Que très peu de gens ont finalement. Le taux de réussite à l'examen est environ 30%. D'accord. Donc non pas que ce soit très très difficile, disons qu'il faut s'y mettre sérieusement. Si on s'y met sérieusement, il n'y a rien à... Comme la langue japonaise, tu me diras, de toute façon, voilà, si tu t'y mets pas...
Ok. C'est un peu comme tout. D'accord, d'accord. Et ça dure combien de temps en fait cette formation-là? En fait, ça se passe par correspondance, c'est-à-dire le code qui a un côté théorique. D'accord. En principe, il faut le faire sous un an. Ok. Mais en fait, en réalité, l'idéal, c'est de le faire très très vite sur une période assez courte. C'est-à-dire de concentrer les études le plus possible avant l'examen. D'accord. Et après, il y a un deuxième examen pratique, l'examination du T. En général, c'est pas là que les gens échouent. C'est à l'examen pratique. Ok. Et alors, ça se présente sous quelle forme cet examen? C'est un QCM. QCM. Donc si on a de la chance. Ok, oui, bien sûr, il y a le facteur chance qui joue. Il y a des questions éliminatoires aussi. D'accord. D'accord, donc ça va porter sur quoi? Sur l'histoire du thé, les cultivars, Les cultivars, assez peu. D'accord. Il y a des questions là-dessus, bien sûr. Mais oui, alors c'est l'histoire du thé, c'est les questions de chimie aussi, un peu de médecine, les méthodes de fabrication, les méthodes d'agriculture, méthodes d'infusion aussi. Quelques questions aussi sur l'industrie du thé d'une manière générale, comment les choses fonctionnent ici. Voilà, c'est à peu près les. D'accord. C'est un petit peu tout sur le thé finalement, tout sur le thé japonais en tout cas. C'est ça, tout sur le thé japonais. Et en fait, surtout des connaissances plus que des vraies réflexions. C'est vraiment, on te demande surtout d'acquérir des connaissances et de pouvoir les maîtriser et les ressortir. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaitais atteindre en te lançant dans cette aventure? En te disant, bon, maintenant je suis passionné de thé, je veux devenir thé instructor. Et quel était ton but en suivant cette voie-là? Le but premier était très simple, c'était de connaître un petit peu mieux, d'avoir une formation un peu sérieuse. D'accord. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était aussi de trouver le moyen de pouvoir en faire mon métier. C'est ça, d'accord. En essayant aussi de mettre quelque chose sur lequel je serais le seul à avoir. Bien sûr. C'est pas... Moi, je suis arrivé ici, c'était un peu... c'est toujours d'ailleurs un peu la galère. Pour trouver du boulot, pour gagner de l'argent, c'est pas évident. Moi je suis pas anglophone du tout, et c'est vrai qu'un étranger, même qui parle très bien japonais ici, finalement s'il parle pas anglais, ça intéresse pas vraiment. D'accord. Ayant une formation finalement en sciences humaines, qui va pas du tout être recherchée par les entreprises françaises. Donc du coup c'est pas évident. Donc je cherchais aussi finalement à m'orienter vers l'international. Bien sûr. Et arriver comme ça dans le domaine du thé, surtout à l'époque, ça a un peu changé aujourd'hui. Un étranger arrive dans le milieu du thé comme ça, je veux travailler dans une boutique, je veux faire quelque chose. Il faut quand même avoir quelque chose à l'appui pour dire qu'on a un petit peu de sérieux derrière. Et ça te donne vraiment de la consistance et puis de la cohérence par rapport aux autres. D'accord, ok. Donc effectivement, ça c'est surprenant, c'est que tu me dis que même en maîtrisant bien le japonais, c'est pas si évident que ça de pouvoir vraiment. Il y a 120 millions de personnes qui parlent de toute façon mieux japonais. Donc... Oui, ça bien sûr, évidemment. 130. On l'a un peu évoqué, mais toi, qu'est-ce que tu estimes avoir obtenu comme savoir maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec cette formation plus ta pratique? Alors après, bien sûr, en plus ce diplôme, c'est aussi une porte ouverte. C'est-à-dire que quand on va arriver, qu'on va téléphoner à un producteur, un grossiste, à quelqu'un comme ça, on peut envoyer un mail en disant qu'on est le seul français, enfin toujours le seul français d'ailleurs je crois, à voir ça, on est un peu pris au sérieux tout de suite. Et quand derrière on va pouvoir commencer un petit peu à travailler là-dedans, à vouloir faire finalement son propre commerce avec ça, on a besoin d'être accepté assez facilement et d'avoir accès aux choses intéressantes. Bien sûr. Et donc du coup, après, on peut aller dans les réseaux de production, on peut voir les usines, on peut aller... Et puis peu à peu, on discute avec les gens, et puis on apprend aussi peu à peu comme ça. Et puis à force aussi, tout simplement, c'est la pratique, c'est de boire beaucoup de thé. Bien sûr. Énormément de thé différents. Bien sûr. C'est ça qui est très très important. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tous les grands aspects, tu as pu les voir, que ce soit la production, que ce soit la culture du thé, que ce soit... Mais je pense qu'il me reste encore tout à apprendre. Oui, bien sûr. Toujours plus à apprendre. Depuis l'obtention du coup de ce titre-là, et que tu t'es lancé pleinement dans cette passion, quelles ont été tes activités globalement? Tout d'abord, j'ai trouvé un boulot dans une boutique qui s'appelle Molière Marine. C'est une chaîne qui a une trentaine de boutiques, à l'époque une quarantaine de boutiques dans la région de Tokyo. D'accord. Ça n'a pas été facile, j'ai envoyé beaucoup de CV. Ok. Très très peu de gens m'ont répondu, malgré tout. D'accord. C'était difficile. Aujourd'hui, c'est très très différent. Je suis arrivé peut-être un petit peu tôt sur le marché. C'était à quelle époque en 2009. 2009. Ouais.
Et 2009 encore difficile pour nous Français de pouvoir... Disons qu'il n'y avait pas encore à l'époque cette idée qu'on pouvait vendre du thé aux étrangers, qu'on pouvait exporter le thé. Oui. À l'inverse, aujourd'hui, il y a cette idée trop forte et ils pensent qu'ils vont faire des miracles. Parce qu'ils n'arrivent plus à vendre du thé au Japon et ils ne veulent pas changer leur manière de faire, donc ils vont vendre leur même thé, on va dire, ennuyeux à l'étranger. D'accord. Donc il y a eu, j'ai travaillé dans cette boutique et puis en même temps, au total j'ai travaillé pendant 4 ans je crois, dans différentes boutiques. C'était une expérience très intéressante, je dirais, au point de vue de la vente, au point de vue contact client aussi. Bon, c'est une grande, c'est une chaîne, donc il n'y a pas d'été très très intéressant. D'accord. Mais pour une connaissance, je dirais aussi globale finalement du milieu, c'était aussi intéressant. D'accord. De voir, je dirais, le côté, on va dire, grosse production, enfin comment fonctionnent les choses, c'est intéressant aussi, c'est très intéressant. Tu as pu aussi du coup un peu prendre la température des clients japonais, des attentes de certaines personnes. Disons que ça m'a permis de voir à quel point la situation était grave. D'accord. Ici, au sujet du manque d'intérêt de la plupart des Japonais pour le thé, c'est-à-dire finalement, il faut juste que ce soit avec l'eau devienne verte. C'est-à-dire, c'est vu, c'est-à-dire ils boivent du sencha. Finalement, comme on buvait des bancha il y a 50 ans. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu le travail derrière pour expliquer la différence entre les bancha qu'on buvait dans les campagnes avant l'exode rural et ce que sont les sencha à l'origine. Bien sûr. Savoir qu'on boit du sencha au Japon que depuis une cinquantaine d'années. D'accord. À l'origine, c'était un produit destiné à l'exportation ou pour les élites. D'accord. J'ignorais. Ok, très intéressant. Et ça m'a permis de voir, oui aussi, qu'il y avait aussi un manque de connaissances d'une manière générale, un manque d'intérêt, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens vont s'intéresser au café, ils vont s'intéresser au thé indien, au thé chinois, ils vont être prêts à mettre de l'argent là-dedans. Mais le thé pas leur japonais, propre thé. ça devrait être gratuit pour D'accord. Mais ça, je l'ignorais complètement. D'accord. Et cet aspect est d'autant plus vrai quand on est dans une chaîne qui travaille dans des grands magasins, dans des galeries marchandes, où forcément on n'a pas forcément une clientèle qui va s'intéresser très très fort aux choses de toute façon. D'accord. Et c'est plutôt à côté de ça, peu à peu, en faisant des événements, par ailleurs, c'est-à-dire pas avec Mariamel, mais avec cette thé du Japon, qui a commencé en parallèle finalement, j'ai pu rencontrer aussi des gens un peu plus passionnés, plus intéressants. Et il est vrai que depuis 2015 environ, il y a des changements, je pense, ici. On commence à avoir de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au thé. D'accord. Comme, je dirais, en tant que produit gourmet, finalement. Comme le vin, comme le café, comme ce genre de choses. D'accord. Avec vraiment. une mise en avant, par exemple, des cultivars, de plus en plus, des thés non blendés. Ce qui ne veut pas dire que le blend, c'est une mauvaise chose, d'ailleurs. Non, bien sûr, c'est que bon. Mais disons que c'est une manière différente de voir les choses qui est finalement plus intéressante, selon moi, et plus captivante. Plus retourner vers l'origine du produit, Exactement. vers son terroir. Ok. Du coup, tu viens d'évoquer le projet Thé du Japon. Exactement. Alors, explique-nous un petit peu, voilà, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Explique-nous un petit peu, déjà, alors, qui a monté cette entreprise, dans quelles circonstances, avec quel objectif? Alors en fait, moi quand j'ai obtenu ce diplôme, même avant même de trouver du travail dans ce milieu, j'ai commencé un blog en français qui s'appelle Sommelier en thé japonais. Et mon idée c'était simplement d'une part en effet, avant tout d'essayer de véhiculer des informations, même si à l'époque j'avais moi-même encore beaucoup de grosses lacunes je pense. Mais disons qu'en tant que, je dirais, personne diplômée, essayer de diffuser des informations correctes sur le thé, parce que la situation, quand on regardait ce qui se disait sur le net, sur le site des boutiques françaises, américaines, ce que vous voulez, les choses étaient assez lamentables. Ça n'a pas beaucoup changé malheureusement. Et en même temps, ça m'a permis de me faire remarquer. Bien sûr. Et c'est-à-dire, c'était en fin 2010, je me suis fait, en fait, c'est un Français qui est ici depuis peut-être 30 ans, qui lui travaille dans des grosses entreprises, qui a fait, je dirais ça, qui a vraiment roulé sa bosse bien ici, qui voulant finalement faire quelque chose, investir, monter son propre business, mais en rapport avec le Japon. D'accord. Finalement, en me trouvant, moi, français, travaillant dans un milieu très japonais, le thé,
voir si on pouvait pas faire quelque chose ensemble. Mhm. Et donc du coup, on a monté ça ensemble, on va dire lui pour la partie nécessairement financière, moi pour la partie finalement logistique et puis culturelle. La passion. La passion, tout simplement, chercher l'été intéressant. Mhm. Ça n'a pas été difficile, mais c'est vrai que bon, c'était très. Ce que je pouvais avoir à l'époque comparé à ce que j'avais aujourd'hui, par rapport à ce que je vais aujourd'hui. Bon, bien sûr, quand je regarde avec le recul, c'était encore. C'est l'acheminement, exactement. bien sûr, c'est le parcours. Et donc, comme ça, l'été hier, et peu à peu, mettre ça en avant, d'abord sur Internet. D'accord. Sur un site, on vendait que à l'étranger à l'époque. Et quelle était votre première cible, si je puis me permettre? La première cible, c'était clairement le marché francophone. D'accord. D'une manière assez naturelle. Aujourd'hui encore, c'est le marché francophone reste un plus gros marché. Oui, parce que s'appeler thé du Japon, c'est pas anodin. Donc, est-ce que tu Oui, veux, bien sûr, tu veux véhiculer aussi cette idée-là de quelque chose, une connexion un peu franco-japonaise, de dire bon, on a des thés du Japon, on les propose en France. Disons qu'il y avait d'abord quelque chose simplement de très facile à comprendre. Un nom qui n'était pas utilisé. Bien sûr. Sur Internet. Qui puisse sortir facilement sur les moteurs de recherche aussi. Bien sûr. Et puis qui soit en effet sans équivoque. D'accord. Sur le contenu. Alors c'est vrai que ça passe plus difficilement dans les autres langues. D'accord. Que ce soit en anglais, allemand, on a l'italien aussi. Bien sûr. On a du japonais aussi. Enfin, on a monté le japonais après en fait. Tant que j'étais chez Mangamel, on voulait pas trop que ça se sache. En fait. Oui. D'accord. Et si ça se sachait, parce qu'à l'époque, j'étais employé chez Mangamel, je travaillais à la tête du Japon pour finalement pour 3 fois rien, on va dire. Le but c'était de monter quelque chose. Donc au début, forcément. Dans le temps libre au départ. Et du coup, oui, donc d'abord, on vendait d'abord qu'à l'étranger. Ok. On n'a pas ouvert le site japonais au départ. Donc, principalement en France, tu me disais. Au départ, principalement en France, parce qu'en effet, il y avait les lecteurs du blog français. Bien sûr. Qui étaient des gens très très passionnés, forcément. Ok. Tu ouvres dans très peu de temps une boutique dans ces locaux, oui. Où nous sommes, au cœur de Yanaka. Ouais. Que signifie cette ouverture pour toi et quel sera le concept de la boutique? Finalement, le concept, il est assez proche du concept du site. D'accord. Les choses qui seront présentes sont les mêmes choses que sur les sites, grosso modo. C'est-à-dire des thés, ce qu'on appelle aujourd'hui, le mot est à la mode ici, single origin, on va dire des thés pas blend. Non blendés, c'est-à-dire venant d'un certain nombre de plantations uniques. Pareil, des théières, de potiers. Grosso modo, ce sera ça. D'accord. En effet. Et pour moi, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ça signifie pour moi contact avec le public. Quelque chose qui me manque beaucoup. Depuis que je suis passé à plein temps sur Thé du Japon en quittant Mangamel, même si on participe à des événements, à des salons, des choses comme ça régulièrement, malgré tout, ce contact direct avec les clients, ça rien qui peut le remplacer. Pouvoir faire goûter les thés directement, pour que les gens puissent toucher les théières. Donc à la fois bien sûr viser un public japonais de passionnés, de gens qui me connaissent déjà finalement, avoir bien sûr pour croître un contact aussi avec les médias qu'on ne pouvait pas avoir avec un site internet. Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien à montrer sur un site internet finalement. Et après il y aura aussi pour moi une part importante, ça va être l'accueil aussi bien des passionnés étrangers qui viennent ici que des touristes d'une manière générale. J'espère pouvoir régulièrement sur ces tables. Bien sûr. Faire des séminaires, des cours, des destinations, des francophones. Essentiellement, j'ai pas une très bon niveau d'anglais. Pour que les gens finalement aient un lieu où non seulement ils puissent acheter des thés de qualité, ce qui n'est pas toujours évident au Japon, de trouver une bonne boutique, avec en plus des explications dans leur langue, avec en français, éventuellement plus ou moins en anglais pour les gens qui ne parlent pas français. Et avoir des informations, je dirais, assez pointues sur les thés, avec des conseils vraiment autres que ce qu'on peut avoir dans les boutiques japonaises, même quand il y a du staff qui parle un peu anglais. Très souvent, les gens ne sont pas forcément très calés sur les thés qui vendent, etc. D'accord. Donc moi, ce que j'aimerais savoir aussi par rapport à ta démarche, c'est comment ça se passe, que je trouve ça fascinant, parce que maintenant, comme tu nous l'as dit, avec tout ton parcours, tous tes acquis, tu peux arriver
dans des plantations de thé ou auprès de grossistes ou de producteurs, avoir un contact direct avec eux. Moi j'aimerais savoir un petit peu comment tu vis cette expérience-là, comment ça se passe. Je vois souvent tes photos sur Instagram, tu es là aux premières récoltes, tu viens goûter les premiers échantillons. Pour moi c'est un peu un rêve de vivre une expérience comme ça. Donc voilà, j'aimerais savoir un peu comment tu le vis, comment ça se passe chaque année, voilà, à l'arrivée des chinchas par exemple. Est-ce que tu es contacté? Est-ce que c'est toi qui te déplaces? Combien de plantations tu fais? Comment ça se passe un peu tout ça? Il y a un petit peu je dirais tous les motifs finalement. C'est-à-dire moi j'essaye de toute façon toujours de me déplacer pour voir un peu tous les endroits dont je vends l'été. Aussi quand je rencontre par exemple de nouveaux producteurs, les plantations et plus encore voir le processus de fabrication dans les usines. Bon, je peux pas voir tout, je peux pas, parce que bon, il y a du travail aussi à côté à faire, il y a ma famille aussi. Mais j'essaye le plus possible chaque année, finalement de fin mars jusqu'à fin mai, d'aller un petit peu toujours par-ci par-là, d'essayer chaque année de tourner et de voir un petit peu tous les producteurs, toutes les plantations. Même si je peux pas tout voir chaque année. Bon, tu me l'as dit un peu tout à l'heure, tu m'as un peu expliqué pourquoi plutôt le Japon que la France. Mais c'est vrai que tu aurais pu ouvrir à Paris ou dans une grande ville de France une boutique spécialisée en thé japonais. Ouais, enfin réussir à avoir, je dirais, une telle spécialisation, c'est-à-dire avoir une telle variété, je dois avoir une quarantaine, une cinquantaine de thés. De France, c'est pas évident quand on pense aux envois, quand on pense finalement, je pense au fait qu'il n'y a quand même pas un public si large que ça, quand on rentre dans du assez haut de gamme. D'accord. Donc c'est ça qui t'a un peu freiné. Oui, et puis non, puis pas spécialement envie d'aller en France non plus. D'accord. Ok. On va passer sur des dernières questions, un peu plus les questions du cœur. Qu'est-ce que tu veux transmettre au travers du thé? Transmettre au travers du thé. Question un peu plus profonde. Moi, j'aime pas y voir dans le thé quelque chose de spécialement profond, dans un côté presque un peu mystique, comme les gens souvent en Occident. Pour moi, j'y vois un produit gourmet qui est en effet profond dans le sens où il y a une variété de goûts, de parfums absolument infinie. C'est vraiment cette chose-là moi que je veux transmettre, c'est-à-dire que le thé il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de la grande sagesse orientale, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça qu'il y a du thé ici de toute façon. Il n'y a pas eu de côté sacré dans le thé ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai. Et pareil, j'essaye toujours d'éviter le côté santé, c'est-à-dire le thé en tant que médicament. Le thé en tant que presque médicinal, parce que d'une part, la plupart des choses sont pas réellement prouvées, ou alors elles le sont, mais à boire des quantités de thé qui de toute façon seraient complètement impossible à boire pour un être humain, ne serait-ce que pour des questions d'estomac, des questions de cœur. Bien sûr, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui apparaissent derrière, si on veut en régler. Et que je pense en plus que quand on voit un produit, le côté santé, très souvent on voit quelque chose qui n'est pas très bon. Oui. Et qu'on va boire en se pinçant le nez un petit peu, et je pense que c'est pas du tout ça. Ce fut le cas il y a des siècles et des siècles en Chine quand ils faisaient des décoctions absolument abominables qui disaient que c'était bon pour eux. Le thé, en réalité, était sûrement pas si bon. Même au Japon, il y a encore peut-être même il y a un siècle. Je suis persuadé, par exemple, le matcha, il y a un siècle, devait être quelque chose d'assez difficile à boire. Et je suis pas sûr que tous les sencha étaient vraiment délicieux à l'époque. On n'avait pas forcément autant de connaissances, autant de techniques et de moyens de le rendre. Exactement, les techniques n'étaient pas aussi. Beaucoup de gens, là c'est pareil, il y a un côté très occidental là-dedans. On va faire le fabriquer marin, c'est bien, mais au contraire, une des particularités principales du thé japonais, c'est que c'est peut-être l'un des rares produits où les machines ont de très très loin dépassé la main humaine. D'accord. On est incapable de faire le thé momija, c'est pas très très bon en réalité. C'est un côté particulier parce que c'est des thés qui sont souvent cultivés sous serre dans des conditions très très particulières. Mais en réalité, c'est des thés qui ne se conservent pas en plus. C'est-à-dire qu'ils sont mal séchés en réalité. Bon, les thés momija à l'époque de Meiji étaient sûrement bien meilleurs. D'accord. Ce sera un peu long d'expliquer pourquoi. Mais non, mais ça peut être l'objet de futures vidéos, de futures rencontres. Donc c'est toujours bien d'ouvrir des nouvelles portes. Et donc du coup, quels sont tes projets pour la suite? Donc il y a cette boutique, qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux essayer de... faire connaître la boutique mieux, la faire marcher finalement. Et par le biais de cette boutique,
et réussir au Japon, plus encore, à soutenir finalement ce produit formidable qui est le thé. Bon, les théières aussi sont des produits que la plupart des Japonais, on va dire lambda, pensent que 10 000 yens pour une théière c'est très très cher. Et à l'inverse, ils vont mettre 50 000 dans un bol à matcha, ce qui est complètement ridicule. Alors qu'il n'existe pas en poterie de choses plus difficiles à faire qu'une théière. Donc réussir finalement à véhiculer finalement le plaisir du thé, c'est-à-dire comme un produit gourmet, comme je le répète tout le temps. C'est cette variété quasi infinie de parfums, de saveurs, aussi bien selon les régions, les modes de fabrication, et puis on voit les cultivars, les cépages, qui sont très très mal connus encore. Oui, ça c'est vrai. Et puis en France, c'est pareil. Bien plus que les régions de production, bien plus que les méthodes de fabrication, les sous-espèces. La plus grande source de variété. Mais on va en parler sur Curiosity. Vraiment, je vais faire beaucoup de recherches là-dessus. Puis je pense qu'on pourra échanger là-dessus pour que j'ai vraiment les informations les plus exactes possibles. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir montrer au grand public, quoi. On a pu le faire avec le vin, même si ça reste quelque chose de niche quand même. Mais c'est très documenté, il y a beaucoup de choses, il y a quand même pas mal d'experts. Oui, je pense que quasiment n'importe quel Français va choisir un vin quasiment en fonction du cépage. On veut un pinot noir, on veut un merlot, on veut un gewürz. Même si les gens n'ont pas forcément d'idée exactement de ce que c'est qu'un cépage, malgré tout, ils connaissent leur existence, ils savent que ça va apporter une différence dans les orientations du goût du vin. Le vin est appelé comme ça aussi, toute l'appellation et la classification est faite selon ça, ce qui n'a pas été forcément le cas avec le thé, qui est un gros méli-mélo à la base. Oui, exactement. Bon, le thé, c'est le cultivar. À partir du moment où les cultivars sont développés, ça a été Yamaguchi qui a de toute façon dominé jusqu'à plus de 90% de la production, aujourd'hui un peu moins. Ouais, donc forcément, c'est phénoménal, de les bien sûr. mettre en avant. Bien sûr. Donc c'était plus les régions de production, les noms des producteurs. Non, même pas. C'était les gammes de prix uniquement. C'est-à-dire dans les chaînes de boutiques, on vend les gens viennent, ils veulent un thé à 800 yens, ils veulent un thé à 1000 yens, ils veulent un thé à 1200 yens. Et dans toutes les grandes chaînes, la plupart des thés ont grosso modo le même goût. Ce que je veux dire, c'est que le nom du thé aussi parfois ne donne aucune information fiable. Soit c'est un nom purement lambda propre à la boutique, soit en effet c'est un thé d'origine, un thé d'année, un thé de Shizuoka. C'est un petit peu la problématique qu'on rencontre même dans les grands groupes français qui vendent du thé japonais, c'est qu'ils brouillent complètement les pistes. On n'a aucune idée d'où ça vient, de quel cultivar. Je pense que même ils le savent pas. C'est terrible quand même. C'est-à-dire qu'ils ont parce qu'en fait ils se fournissent quand c'est ces grands groupes, ils se fournissent via un grossiste important qui lui-même se fournit de toute façon en blend, donc ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, c'est le Kita, grosso modo. Donc du coup, c'est pas évident parce que finalement, en fait, les laitiers arrivent finalement comme ils sont vendus dans des supermarchés ici ou dans des grandes chaînes ici, même s'ils sont pas forcément mauvais. C'est des thés qui sont assez, anonymes finalement. Oui, c'est ça le problème. D'accord. Mais en même temps, un thé qui n'est pas anonyme comme ceux que je vends, ça a ses limites. Bon, moi j'ai certains thés, j'ai 2 kilos quoi. Bon, c'est un cas extrême, quand j'ai 1 kilo, 2 kilos, bon. Mais c'est jamais, il n'y a pas de quoi distribuer toutes les boutiques spécialisées en Europe. Après, je pense que c'est ça aussi que les gens vont rechercher dans ta boutique et dans ton concept. C'est effectivement ce côté. Alors c'est plus anonyme, mais par contre c'est limité et c'est très rare, quoi. Donc c'est limité. Et puis chaque année, forcément, quand il n'y a pas de blend, on n'aura pas forcément la même qualité, on Bien aura sûr. des différences de prix aussi. Mais je pense que ça fait partie aussi du plaisir, on va dire, pour les passionnés. Le thé de monsieur, monsieur Tanaka, par exemple, comment il est cette année il est un petit peu moins bon, tant pis. Bah oui, bien sûr. Il sera fait super. Oui, voilà, c'est un petit peu revenir à la source, à l'origine, au bon vouloir de la nature. C'est ce même si les producteurs ont un minimum de talent, on sent quand même, et il y a une certaine stabilité. D'accord. Sauf vraiment grosse catastrophe. Bah écoute, je crois que je suis arrivé au bout de mes questions. Merci beaucoup Florent pour toutes tes réponses. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Il y a plein de choses à apprendre, tu as ouvert plein de portes, donc ça mènera à des échanges, je pense que ça mènera à d'autres choses, je l'espère. Et puis voilà, on va faire un petit mot de la fin. Voilà, je te remercie à nouveau Florent, vraiment c'était un très bon moment à passer. J'invite tout le monde à visiter cette boutique, voilà, dans le cœur de Yanaka.
Donc la station la plus proche, on peut dire Nippoli ou Sendagi. Voilà, Nippoli et Sendagi, donc très facile d'accès, hein, même quand vous arrivez. Vous pouvez même direct quand vous arrivez de l'aéroport de Narita faire le petit passage. Voilà, vous prenez votre thé, vous faites votre dégustation et vous allez dans votre ryokan juste au coin. Voilà, là vous avez le parfait début de voyage au Japon. C'était une première fois, aussi bien pour toi que pour moi, Oui, en effet. une interview. Voilà, donc effectivement c'était très plaisant et puis je te suivrai de près, je pense que tout le monde te suivra de près à l'avenir parce qu'il y a encore des belles choses à partager ensemble. Voilà, je te remercie. Bien, merci beaucoup.